Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique je poursuis mon cycle Halloween 2025 avec un film dont on ne parle que peu finalement, sorti il y a 30 ans, 1995, Lord of Illusions ou en version française Le Maître des Illusions, adapté d'une nouvelle de Clive Barker qui s'appelle elle The Last Illusion, et ça tombe bien parce que c'est lui-même qui réalise, voilà, sa propre adaptation. Bah, c'est pas la première fois qu'il le fait, bien sûr. Hellraiser et Cabal, Nightbreed, version originale, j'aime beaucoup Cabal, voilà. Hellraiser, j'aime bien, hein, j'aime de plus en plus en le revoyant, mais alors... Bref, j'ai déjà parlé de ces deux films sur la chaîne, donc il fallait que j'en arrive à cette autre réalisation du monsieur... Et j'en profite pour saluer au passage les amis Romain Rimbaud, magicien et youtubeur, et là ça parle de magie, et Vivien Lejeune qui en ont consacré à ce film une longue émission que je n'ai pas encore écoutée, parce que je voulais voir le travail donc cinématographique. J'ai d'ailleurs lu, entre guillemets, la nouvelle en livre audio avant, et je voulais me faire mon propre avis et en parler là avant de les écouter pour ne pas me laisser influencer et tout, parce que j'aime bien être assez vierge. Des fois, je lis des trucs, des fois quand même, voilà, mais des avis ou des analyses des autres, afin de pouvoir poster ici en vidéo ma propre, simple et très limitée analyse à chaud. Alors au casting, dans le rôle principal, très étonnant de le retrouver là, parce qu'il n'a pas eu une grande carrière au cinéma, mais un monsieur Scott Bakula, évidemment, Code Quantum. Je crois que d'ailleurs, en termes de film pur, je sais pas, c'est pas la première fois que je le vois sur grand écran. Enfin, dans un film sorti sur grand écran. Peut-être. Je sais pas. Nous avons Kevin J. O'Connor qui joue le magicien et qui sera dans La Momie quelques années après. On reconnaît un petit peu, notamment son regard. Le personnage féminin principal de Dorothea est joué par Famke Janssen. Tiens, nous avons également l'antagoniste qui est, lui, interprété par un acteur qui s'appelle Daniel Von Bargen. Les deux, Janssen et Von Bargen, ont joué quelques années après dans The Faculty de Robert Rodriguez. Alors, est-ce que Rodriguez les a fait jouer ensemble? Ou c'est un hasard? Parce qu'il a vu et aimé, ici, Lord of Illusion? On ne le saura peut-être jamais. Voilà, donc, et Vincent Scavelli aussi, qui fait petit coucou, un acteur qui avait une gueule, qui nous a quittés il y a une bonne vingtaine d'années, je pense, maintenant. Donc, c'est un film qui est entre... horreur, oui, il y a des moments effets gore quand même, fantastique sur la magie, et ambiance film noir qui va très vite partir ailleurs, en mode détective privé, et pour cause, nous sommes ici avec un des personnages mythiques des sagas littéraires de Clive Barker, à savoir Harry D'Amour, sorte de privé, là, qui est un petit peu basé sur Marlowe de Chandler, et qui va être malgré lui traîné dans des affaires qui vont le dépasser dans le fantastique et l'horrifique. Un petit peu aussi, et j'ai pensé au début du film, sur l'exemple d'un Angel Heart, voilà, Mickey Rourke, un film de Alan Parker qui est assez intense, et que lui aussi, j'ai revu à la hausse depuis que j'avais fait une vidéo dessus, bon, ça arrive, mais bon. Et on va suivre Harry D'Amour qui sort d'une affaire d'exorcisme, on voit il est encore hanté, il y a des images directes choc, etc. Et on le rappelle pour une affaire qui va vite dériver vers ailleurs, et sur des gens qui sont torturés, assassinés, et vers un magicien qui s'appelle Philip Swan, qui semble très très doué dans ce qu'il fait, on y reviendra. Mais l'œuvre s'ouvre sur ce qui s'est passé 13 ans avant, je crois, dans le désert de Mojave, Mojave, si vous voulez en français. Ambiance très particulière qui renvoie aussi à une scène, je crois vers le début d'ailleurs de Hellraiser. On est un peu dans un ailleurs, mais ça reste aux États-Unis. Et on voit clairement quelque chose autour d'une secte menée par un gars très bizarre, peut-être sataniste, qui a kidnappé une jeune fille. Le magicien Philip Swan et ses amis vont venir sauver cette fille et donc tuer le méchant Nix, le méchant gourou. Et on sent que derrière, il pourrait revenir. Comment? En ayant pactisé avec le diable ou avec des pouvoirs spéciaux, je reste vague. Et donc c'est pour ça que 13 ans après, on retrouve ce magicien qui depuis a percé. Alors, le film s'ouvre sur ce désert, on va à New York, vite fait, mais on en sort très vite pour aller dans le contexte plus ouest américain, Los Angeles, Las Vegas, un peu par là, à peu près. Et donc... Harry D'Amour, on va découvrir ce grand talent illusionniste ou magicien. Attention,
la magie ou l'illusion, laquelle, la vraie magie ou non, hein, le film s'ouvre là-dessus avec ce texte. Et en effet, Philip Swan a l'air remarquable, quoi. Il vole, et on voit pas les câbles. Mais où sont les câbles? Où est l'illusion? Et j'aime beaucoup parce que le cinéma étant aussi en lien avec la magie, hein, c'est une sorte de magie du 7e art, hein, si vous voulez, nous on convoque cela, on voit, on se demande, bon, on sait qu'il y a des effets spéciaux qui sont plus ou moins cheap, ça dépend, ça se sent, et les spectateurs, on se met à leur place, ils essayent de voir le truc, mais le truc, il est où? Bah, il y en a peut-être pas. Est-ce que Philip Swan n'aurait pas passé aussi une sorte de pacte? Bon, on le voit dès le début, le film ne fait pas de suspense sur ce point, il y a ce contact entre Nix qui rentre dans la tête de Swan, qui voit des trucs très très dark quand même, et on sent que ça aurait pu donner la possibilité de faire de la magie pour de vrai. Bon, Swan, hein, bon là c'est comme dans la nouvelle, il va mourir, il n'y a pas de spoil, hein, c'est tout le début. Par contre, après on va essayer de savoir pourquoi, ce qui se passe, et c'est là où ça part un peu ailleurs, puisque Clive Barker, ici, ne fait aucune, on va dire, économie d'adaptation, dans le sens où c'est son matériau de base, il l'a écrit, voilà, et il le fait à sa manière sur grand écran. Ça c'est passionnant, parce que je pense qu'il va beaucoup plus loin dans le détournement de son œuvre principale, enfin, littéraire, qu'il l'avait fait pour Hellraiser. Encore, ça peut se discuter, et Cabal, Lightbreed, c'était plutôt assez, enfin, il y avait quelque chose qui était assez cohérent, voilà. Mais ça, c'est vraiment l'artiste pur. C'est qu'il a eu, on va dire, la faculté exceptionnelle d'autant écrire de belles œuvres que de réaliser des films marquants au cinéma. C'est donné à très peu de gens, ça. J'ai pas d'autres exemples là, maintenant, qui me viennent en tête. Stephen King lui-même s'y est cassé les dents, parce qu'il a réalisé un film que j'ai jamais vu, mais qui paraît-il absolument abominable. Enfin, vous me direz ça, hein. Peut-être que je le découvrirai un jour. Donc, dommage, parce que j'aurais bien aimé, si ça avait été un bon réalisateur, voir ce qu'il aurait pu faire niveau cinéma de certaines de ses œuvres, Stephen King. Mais bon, passons. Et là, Clive Barker, ce qui est assez fort, c'est qu'il pose des ambiances et des atmosphères, qu'il joue avec le spectateur et les spectateurs dans le film. Donc il y a ce discours-là sur ce qu'il propose lui en tant que cinéaste, donc l'illusion du cinéma, et ce qui nous est présenté en tant qu'illusion, magie ou non. On comprend très vite que la vraie magie existe si on ouvre des passages et des portes vers un autre monde. Et là, le personnage de Nix prend toute sa splendeur. Et nous sommes en même temps dans quelque chose de poisseux, sombre, mais léger et un peu série B indirectement. C'est intéressant parce que le film est entre deux eaux. Et j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'il y a le côté vraiment brut de décoffrage, un petit peu cheapos. Mais quand même, il y a aussi un vrai travail d'atmosphère et de quelque chose qui va nous prendre jusqu'au bout, quand bien même on puisse trouver certains moments pas longs, mais peut-être surécrits ou suramenés, surjoués pour certains aussi. Mais dans le surjeu, tout est logique. Par exemple, bah oui, le gourou, Onyx, bon, Daniel Van Bargen, c'est quelqu'un qui avait toujours une faculté d'interprétation particulière, même dans Basic Instinct, à un moment, son personnage secondaire a quelque chose, mais c'est surtout dans The Faculty, bon, au moment quand il devient l'un des possédés, entre guillemets, il m'avait marqué, dans ce film que j'ai découvert adolescent. Et là, oui, bah, il est parfait pour ce rôle, il a une gueule, il a la gueule de l'emploi, et donc même Scott Bakula, que l'on sent un peu pris, voilà, dans cette torpeur, à la croisée des chemins entre le réel et ce qui va peut-être le mener vers ailleurs, puisque c'est ça, hein, le personnage à Harry Damour chez Clive Barker, c'est le gars lambda, un privé donc très factuel, qui va se retrouver malgré lui sur des pistes plus ou moins démoniaques et ésotériques, et qui va foncer, c'est un peu son destin, quoi. Je crois que d'ailleurs, dans un des comics, si je me trompe pas, il a été lié à l'univers Hellraiser, avec Pinhead, etc. Et on sent d'ailleurs que ce film est potentiellement, indirectement, dans l'univers de Hellraiser. On pourrait imaginer. Donc, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'il y a tout cet équilibre qui est parfois un peu château branlant, dans le sens où il faut tenir le truc. Pas mal de gens peuvent décrocher et tout, mais je trouve que ça tient bien sur ce fil tendu et tenu entre plusieurs idées qui bousculent un petit peu aussi le regard. Et cette idée que ce que l'on voit, qu'est-ce qui est vrai. Dans cette scène extraordinaire d'illusion de magie, oui, peut-être vole-t-il vraiment ou pas, et à un moment il va lui arriver un truc, quand il va mourir avec les sabres qui tombent. Là aussi, il y a un découpage, un montage de scène qui est assez brillant dans certains points d'ailleurs, parce qu'on a aussi la réaction des spectateurs, on se demande si c'est dans
prévu dans le tour ou pas, et puis on comprend, en fait, rien qu'avec le regard de Dorothea, donc la compagne de Swan, jouée par Famke Janssen, qui a un souci, et derrière, c'est la panique, quoi. Et ça joue bien sur la réaction des spectateurs, ce qui se passe, les cuts sur les trucs qui tombent, c'est un peu gorasse quand même, et on voit que, du coup, on sent que c'est pas une illusion, nous, et pourtant, le film peut nous mener ailleurs, parce que, jusqu'au bout, on peut se demander ce qui est illusion ou réel, évidemment, hein, sans en dire plus. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une conclusion à tout cela. Jusqu'où il a pu pactiser pour arriver au point... Voilà, il est presque... D'ailleurs, à ce moment-là, on peut penser presque au Christ, hein, qui est crucifié sur son truc, mais justement, peut-être cette possible allégorie du Christ face au démon, le Nyx, là, qui peut-être lui aussi n'est pas vraiment mort. Hein. Qui est vraiment mort là. Cette idée de la chair est une prison, la mort, on peut la transcender autrement que le corps. Le corps peut mourir, mais ce qu'il y a derrière, l'âme, ou l'intention... Même si l'intention du méchant est un petit peu banale hein, sur le papier, mais si c'est le mal, bah voilà, hein, on va pas dire autre chose, quoi. Donc ça, c'est passionnant. Et dans la réalisation, il n'y a rien d'ultime, si vous voulez, mais il y a un travail d'ambiance, donc je le disais, je ne vais pas me répéter pour la 15e fois non plus, et dans la gestion des scènes, dans le montage, etc. On passe un peu du grandiloquent au poisseux prenant, et aussi à des scènes... pour lesquels on pourrait sourire. Par exemple, il y a une sorte de romance d'un seul coup qui se force là entre la veuve Swan et Harry D'Amour. Ça ne mène nulle part, mais bon, c'est juste pour aussi donner une caution d'humanité dans un monde qui peut-être est en train de vaciller et on ne sait pas trop où est la vérité de l'humain derrière. Et ce que j'ai aimé, alors je vais pas aller faire une zone spoiler ici, c'est que cette ambiance-là globale, cette atmosphère, va au bout de son idée. C'est-à-dire, bah, on finit là où on a commencé, on s'y attend. Et à un moment, voilà, on a apparition sectaire et tout. Vous avez quand même une folie, quelque chose de monstrueuse, des humains monstrueux. Il n'y a pas que des humains peut-être, mais dans cette idée-là, on retrouve clairement une ambiance à la Cabale, à la Nightbreed. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans Nightbreed, hein, c'est un petit peu le côté monsters, qui ne sont pas vraiment les vrais monstres. Les monstres sont ailleurs, hein, Cronenberg hein, d'ailleurs dans le film. Mais cette idée où on va vraiment chercher le choc visuel et ésotérique, mais en même temps faire en sorte qu'on arrive à être ancré dans une forme d'empathie de ce qui se passe. Il y a des scènes dans Nightbreed qui sont génialissimes sur ce point-là, dans le côté palpable et organique. Là c'est pareil, il y a le côté un peu folie organique, on est moins dans l'empathie forcément, mais quand même on peut se poser des questions, et ça fait une magnifique dichotomie avec certains effets spéciaux qui sont particuliers. Il y a des trucs qui déchirent un petit peu le réel hein, sur certaines images, mais justement dans une forme d'illusion forcée et montrée frontalement dans quelque chose qui vient pénétrer la réalité du film. Et donc aussi dans la création du cinéma, le côté organique assez réel de certains maquillages ou autres, et les moments un petit peu irréels qui viennent se mélanger à la réalité, y compris donc dans la façon de gérer la caution horrifique par maquillage, par masque, par côté donc un peu mécanique, et le côté un peu plus autre et étrange. Et en fait, ça a l'air d'être voulu. Ça a l'air d'être voulu, c'est pas spécialement tout le temps abouti, mais justement, ça donne un petit peu ce côté Uncanny Valley aussi, hein, du style, qui va justement faire le choc entre les deux mondes aussi. Et donc, dans l'affrontement final, même si c'est un peu cabotin sur certains points, ça c'est sûr, bah justement, ça force, ça colle bien. Voilà, et cette idée de traverser du désert final aussi, il y a quand même des références indirectement bibliques derrière, avec le côté démoniaque aussi par-dessus, qui d'ailleurs ouvrirait presque l'envie d'un autre film dans l'univers. On aurait presque pu imaginer, entre guillemets, une suite, ou la suite des aventures d'Harry D'Amour au cinéma, puisqu'il y en a eu sur le plan littéraire. C'est presque dommage, mais bon, Clive Barker, après, il n'a plus fait de film, je crois. Hein. En tout cas, il a produit, il y a eu des adaptations, il a peut-être même scénarisé, hein, il me semble. Bon, il y a eu Candyman aussi, mais il n'était pas à la réal. C'est intéressant. Mais voilà, ça reste quand même un film à découvrir et à voir, dans la bonne version. Hein. Je crois qu'il y a une version à peu près d'1h30 au début. Bon, après, là, voilà, une version de 2 heures. Le chat qui fume hein, s'en est occupé. Qui doit être la Director's Cut hein, de Clive Barker, je crois, hein, j'imagine. Donc ça donne lieu ici à un déploiement de cinéma d'une certaine horreur fantastique, mais qui a de l'humain derrière, où justement la question de l'humain et de la mortalité de celui-ci ou non, d'aller transcender par l'illusion ou la magie, peut-être certaines limites infranchissables. Voilà. Mais ça c'est très barkerien, hein.
cette idée de frontières et de limites entre les mondes, bien sûr. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier. Moi, je vais forcément regarder l'émission de Vivien et Romain. Je vous mettrai peut-être le lien, hein, si j'y pense, bien sûr, en commentaire ou en description de la vidéo. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. En attendant votre avis ci-dessous. Ciao.